CPAM, radiounion.com, l'ethnique française de service à Montréal. Le gouvernement fédéral encadrera la vente de véhicules électriques. Imaginez qu'on va aller en gradation de mois en mois, n'est-ce pas? Et on parle, selon Statistique Canada, qu'au cours des 9 premiers mois de 2023, il y avait 132 783 nouveaux véhicules électriques à batterie ou hybrides rechargeables, ce qui représente 10,3% pour un total de nouvelles immatriculations. Et puis, ça va aller de plus en plus. Nous allons parler à Ross Linden Fraser, qui est associé de recherche principale à l'Institut climatique du Canada. Bon après-midi, Monsieur Fraser. Allô? Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, et vous? Oui, ça va très bien même quand ça va mal. Là, c'est de bonnes nouvelles que de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Est-ce que, selon les ambitions, vous trouvez que le gouvernement canadien a suffisamment d'ambition pour les véhicules électriques au Canada et ça va aller selon un bon rythme, selon vous? Oui, bien sûr. Selon nous, cette annonce est une excellente nouvelle pour le climat et les consommateurs. Mm-hmm. Donc, on dit que d'année en année, ça doit augmenter pour atteindre 60% en 2030 et 100% en 2035. Donc, ce qui nous sépare ici de 2035, c'est à peine quelques années, n'est-ce pas? Et ça va aller très vite, là. 100%, là, je ne voyais pas ça en 2035. Je pensais qu'on serait vraiment, pour les nouveaux véhicules, qu'on serait en arrière, mais non. Selon les prévisions, on sera vraiment dans le bain, là. C'est vrai que ça va avancer rapidement, mais l'une des choses qu'on voit dans les années dernières, c'est que la transition énergétique avance beaucoup plus rapidement que prévu. Et si on regarde les chiffres de la déploiement des véhicules électriques, on voit que année par année, les ventes des véhicules électriques dépassent les prévisions. Par exemple, en Québec, il y a déjà ce type de politique, la norme sur les véhicules électriques. Et en 2022, la cible était des ventes de 10% de véhicules comme véhicules électriques. Mm-hmm. Et bien, on voit que 12% des ventes étaient des véhicules électriques. Ça veut dire il y a quelque part, souvent les environnementalistes crient à haut sur le baudet, les gouvernements qui ne font pas assez pour le climat, etc. Mais là, ça veut dire qu'il y a un bon travail qui a été fait. Il y a surtout ces offres, comment on appelle, ces aubaines qui sont remises à des acheteurs de véhicules électriques qui attirent pas mal. Oui, c'est vrai que les subventions d'achat peuvent attirer les consommateurs à les véhicules électriques, mais ce qu'on voit au Canada, c'est que l'offre de ces véhicules n'est pas au niveau nécessaire pour atteindre nos cibles climatiques. L'Institut climatique du Canada a fait de la modélisation pour regarder les scénarios dans lesquels le Canada peut atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin beaucoup plus de véhicules électriques. Mais on n'a pas assez d'offres en ce moment, sauf dans les provinces qui ont déjà des normes de véhicules électriques. Donc, on a besoin, oui, des subventions à l'achat pour réduire le prix d'achat, mais on a aussi besoin d'un signal pour les manufacturiers et les importateurs
pour leur démontrer que c'est nécessaire de vendre plus de ces véhicules au Canada. Alors, Monsieur Fraser, j'ai un petit problème. Vous m'avez dit que c'est un bon rythme. En 2035, 100% des véhicules neufs seront des véhicules électriques. Si c'est correct, non? Ou est-ce qu'on aurait dû atteindre le 100% avant 2035? Le problème n'est pas que ce n'est pas possible d'atteindre ce cible, mais le problème, c'est que la distribution de l'offre n'est pas égale au Canada. On voit plus d'offres dans les provinces qui ont des normes de véhicules électriques, mais moins d'offres dans les provinces où il n'y a pas de normes. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin d'une politique nationale pour s'assurer que les Canadiens dans les autres provinces peuvent obtenir des véhicules à zéro émission. Bon, alors maintenant, je comprends cet aspect-là de la question. Oui, ça prend une politique nationale, effectivement. Par contre, est-ce qu'on s'est déjà posé la question par rapport à la survie de ces véhicules? Moi, j'en ai des Bazoo, n'est-ce pas, et qui vont survivre à 2035 probablement. Est-ce qu'il va y avoir des normes aussi pour retirer ces véhicules-là de la circulation? Les véhicules qui utilisent l'essence, oui. Mais l'idée de 2035 est nécessaire pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Donc, ce n'est pas nécessaire de forcer des gens de redonner leur véhicule à l'essence. En général, la moyenne personne garde leur véhicule pendant 15 années. Donc, si en 2035, 100% des véhicules neufs vendus sont des véhicules électriques, ceci nous laisse 15 années pour les autres gens de remplacer leurs véhicules électriques et achever la carboneutralité d'ici 2050. Et puis, M. Fraser, on parlait des incitatifs à l'achat de véhicules électriques. J'oubliais aussi que les véhicules, c'est vrai que vous dites on aurait pu avoir une norme nationale et on souhaite l'avoir, mais le fait que ces véhicules ont de plus en plus une autonomie plus grande, je dirais, n'est-ce pas? Ça encourage davantage à aller vers le véhicule électrique, hein? Bien sûr. Dans les dernières années, l'autonomie moyenne des véhicules électriques a augmenté énormément. Je pense qu'en 2021, l'autonomie moyenne d'un véhicule électrique neuf était environ 400 km. Et ceci est comparable, et en certains cas mieux, que l'autonomie d'un véhicule à l'essence. Et puis, de manière beaucoup plus générale, je sais que votre intérêt, c'est de suivre la question. Vous avez vu la COP 28. Est-ce que ça vous plaît, la résolution? On dit que cette COP qui était alignée pour être la pire des COP semble devoir passer à l'histoire comme étant la meilleure. On a été certainement encouragé par le résultat final de cette COP 28. Il y a plusieurs résultats qui sont importants, non seulement pour le Canada, mais aussi pour le monde. C'était encourageant de voir les pays reconnaissant que c'est nécessaire de réduire notre consommation des combustibles fossiles pour achever nos buts climatiques. Et on a aussi été encouragé par l'accord entre les pays d'établir un fonds pour aider les pays à répondre aux coûts du changement climatique. Parce qu'on sait qu'au Canada et à autres pays, les coûts d'adaptation vont monter très rapidement dans les années à venir. Et tout ceci au royaume même des combustions fossiles. Oui, bien sûr. Et le Canada a aussi annoncé des politiques importantes pour son propre secteur de pétrole et du gaz. On a été heureux de voir l'annonce finalement du plafond pour les émissions dans le secteur gazier et pétrolier du Canada. Et le gouvernement fédéral a aussi annoncé un nouveau règlement pour réduire les émissions de méthane provenant du secteur gazier pétrolier.
Et cette réduction des émissions de méthane va faire une contribution très importante à atténuer le risque des changements climatiques. Il y en a beaucoup qui regardent tout ça à distance et l'autre dirait bla 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 parce qu'on a beaucoup entendu, on a beaucoup vu des actions, des décisions qui sont prises mais qui n'ont jamais été appliquées. Est-ce qu'on pense avec la démonstration ou les différentes démonstrations de bouleversement à cause des changements climatiques que finalement ces dirigeants-là auront appris et qu'ils vont mettre la COP28 en application pour vrai, là? On espère certainement que les effets qu'on voit partout au monde vont pousser les pays à agir plus rapidement, mais on voit aussi des signes encourageants de progrès. La semaine dernière, l'Institut climatique du Canada a publié son propre rapport regardant le progrès que le Canada a fait en réduisant ses émissions. Et ce que nous avons trouvé, c'est que le plan du Canada pour réduire les émissions est en voie pour atteindre 85 à 90 % de notre cible d'ici 2030. Donc, nous savons que nos politiques climatiques marchent. On a besoin plus d'action, mais en voie de progrès. Donc, vous aimez ce que vous voyez et vous le dites, vous ne faites pas comme la plupart qui critiquent toujours parce que ça prend... Mais une dernière petite critique par rapport à ces pays qui ont beaucoup pollué pour leur développement et au détriment du reste du monde et qui laissent d'autres pays très pauvres en situation vraiment de vulnérabilité face au changement climatique. Est-ce qu'on croit que finalement leur engagement à ces grands pays pollueurs à l'égard des pays en développement, ces engagements seront tenus cette fois-ci? Selon les recherches que j'ai vues, c'est bon de voir que les pays riches ont accepté de soutenir les projets d'adaptation dans les pays en voie de développement. Mais comme je dis, selon les recherches que j'ai vues, on aura besoin beaucoup plus de financement pour les activités d'adaptation au Canada et dans les autres pays du monde. Parce que c'est comme dire à ces pays en développement ou ces pays littéralement sous-développés d'arrêter tout progrès, n'est-ce pas, pour le bien-être du monde, alors que d'autres pays ont connu un développement, mais au détriment de l'ensemble, n'est-ce pas? C'est bien sûr vrai que les pays n'ont pas les mêmes capacités de répondre aux impacts du changement climatique et d'investir dans l'atténuation du changement climatique. Et c'est pour cette raison qu'on a bien sûr besoin du financement des pays développés. Maintenant, dernière question. Est-ce que vous pensez, parce que je vois, on parle différentes langues à travers le monde, mais tous, on est concernés par les changements climatiques. Est-ce que lorsqu'on parle de changement climatique, finalement, tout le monde se met à parler le même langage? Il n'y a pas de différence. Un pays aussi puissant que les États-Unis peuvent être aussi vulnérables avec les débordements, toutes ces difficultés lorsqu'il est face à des changements climatiques, le climat qui réclame ses droits. Est-ce qu'on finit par se comprendre lorsqu'on se regarde dans les yeux et dire oui, nous avons péché et c'est maintenant le temps de prendre le taureau par les cornes, Monsieur Fraser? J'espère que oui, bien sûr. Selon l'Institut climatique du Canada, le changement climatique ne doit pas être un enjeu partisan ou un enjeu qui divise les nations du monde. Nous vivons tous avec le même climat et nous devons tous faire notre part pour réduire le risque dans les années. Avec la même épée de Damoclès sur nos têtes, pas vrai? C'est ça, exactement. Ross Linden Fraser, associé de recherche principale à l'Institut climatique du Canada. Monsieur Fraser, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci beaucoup. Bonne année. Bonne année à vous aussi, Monsieur Fraser, et puis santé. Merci. Au revoir.